plus tarder, commençons tout de suite. Je vais tout d'abord commencer par vous rappeler comment est-ce que vous gagnez de l'argent en trading. En trading, on gagne de l'argent en captant un écart des prix. Donc, l'objectif du trading est de capter un écart entre les prix d'ouverture et les prix de clôture dans les sens que vous avez décidé, soit à l'achat, soit à la vente. Quand vous achetez un actif, le prix de vente doit être supérieur au prix d'achat. Donc vous avez votre prix d'ouverture et votre prix de clôture qui est au-dessus. Et l'écart, c'est les profits que vous avez générés. Par contre, quand vous vendez un actif, le prix de vente doit être inférieur au prix d'achat. Donc c'est le fameux adage des acheter bas, vendre haut, acheter bas, racheter bas. Par contre, si vous faites l'inverse, vous perdez de l'argent. Donc tout ça pour vous expliquer ces schémas. Quand vous gagnez de l'argent sur le marché, donc mes flèches bleues, donc l'argent va sortir du marché, va donc aller dans votre poche. Et le courtier va prendre sa commission parce que c'est lui qui va faire l'intermédiaire entre vous et les marchés. Par contre, quand vous perdez, maintenant vous achetez un marché, au lieu que ça monte, ça baisse plutôt. Donc ça part contre votre scénario. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donc perdre une partie qui va donc sortir de vos poches et va donc aller au marché. Mais le courtier, encore une fois, va gagner sa part. Donc c'est ce qu'on appelle la commission ou les fameux spreads. En tout cas, il fait son taf, il a droit à sa commission parce que sans intermédiaire, vous n'avez pas accès au marché. Plus vous tradez, plus les courtiers encaissent des commissions. Je pense que vous l'avez compris. Donc, plus vous prenez de position, parce que chaque position que vous allez prendre, les courtiers vont prendre une commission dessus. Donc, plus vous prenez de trade, plus les courtiers encaissent. D'ailleurs, la plupart des courtiers, avec leur marketing, ils payent les influenceurs pour qu'ils poussent leur communauté à prendre le plus de trades possible. Parce que plus ils prennent des trades, plus les courtiers et l'influenceur gagnent de l'argent. Alors, on va prendre des exemples simples. Imaginez un trader qui prend 20 trades par mois. 20 trades par mois, c'est pas beaucoup, ça juste un trade par jour. Et que chaque trade qu'il prend, il met 10 pips de stop. Il risque 1% de son capital, soit, vu que le courtier prend 1 pips par position, il va donc laisser chez son courtier un dixième de la position, un dixième du risque qu'il a pris. Vu qu'il était de 1%, il va donc perdre 0,1%. Alors, si on calcule les 0,1% fois 20 positions, enfin 20 trades, ça va donc représenter environ 2% qu'il a perdu. Bon, il y a d'autres courtiers qui partent jusqu'à 2%, donc il va donc perdre à la fin du mois environ 4%. Dans l'autre cas où, avec les mêmes paramètres, le trader prend des trades par jour. Des trades par jour, c'est pas énorme. Il va donc, sur 20 jours de trading, laisser chez son courtier entre 4 et 8%. Donc, pour faire 1% de profit, il doit devoir faire 5% avec ces données. Et un autre trader qui prend 20 trades par mois, donc avec le même 20 trades, mais il risque 5 pips des stops. Donc, il va donc devoir prendre beaucoup plus de lots. Donc, plus il prend des lots, plus il lève beaucoup de capital, on appelle l'effet de levier chez les courtiers, plus il lève beaucoup de capital et plus il paye énormément en termes de commissions. L'autre exemple, quand il prend des trades par jour, chose qui n'est pas beaucoup, tu laisses sur ton courtier, si ton courtier prend 1 pips des spreads, 16%. Imagine-toi dans ces scénarios, en risquant 1% de ton capital, tu vas donc devoir faire 17% pour juste être en positif. Donc 16% pour être à break-even. Donc ça, c'est un gros piège dans lequel tombent la plupart des traders et ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentable. Alors la solution, c'est moins vous tradez, plus vous gagnez. Parce que quand vous allez trader peu, vous allez donc laisser peu d'argent chez votre courtier et vous allez encaisser vos profits. Imaginez ces scénarios où, au lieu de prendre 20 trades dans un mois, vous en prenez que 5. Vous allez donc diviser les frais de commission. Par 4. Donc le courtier va prendre juste 0,5. Donc pour faire 1%, vous avez juste besoin de faire 1,5%. Et là est la différence. Et une autre chose est que moins on prend des trades, plus on est sélectif. Et d'ailleurs, le marché ne distribue pas de gains de façon linéaire. Donc tous les jours, vous n'aurez pas de belles opportunités. Les belles opportunités, elles sont rares. Et en état très sélectif sur ces belles opportunités, vous aurez plus de chances d'être gagnant que d'être perdant et de faire que les courtiers encaissent le moins d'argent possible et vous gardez la grosse partie de la caisse. Alors, vous devez savoir que toutes les aires sur le marché ne se valent pas. Donc, il y a des aires où il y aura plus de volatilité, il y a des aires où il y aura moins de volatilité. Vous vous souvenez, je vous ai dit que pour réussir à gagner, on gagne de l'argent en trading en profitant de l'écart. Plus les marchés sont volatiles, plus il y aura des forts écarts à la hausse ou à la baisse.
Et plus, donc, on va profiter de cet écart pour gagner des RR intéressants. Il y a 3 méthodes statistiques à exploiter et parmi elles, il y a celle qui donc te permet de gagner quand tu gagnes beaucoup plus et quand tu perds beaucoup moins. Ok? Donc, faire que quand tu perds un R, mais quand tu gagnes potentiellement des 3, 4 R. Et quand il y a beaucoup de volatilité sur les marchés, on a la possibilité, en tout cas l'écart va être énorme, et on va potentiellement gagner des RR intéressants. Donc, il y a différentes sessions, on va en parler plus tard. Donc, il y a différentes horaires, différentes heures de la journée où les marchés vont être très volatiles. Il y a donc de pics de volatilité à l'ouverture de la bourse US. Il y a de la volatilité aussi à la bourse de Londres. Donc, on en verra ça plus loin. Mais comprenez ici que toutes les heures ne se valent pas. Trader H24 n'est pas une bonne solution parce que toutes les heures ne vont pas se valoir. Il y a des heures où on peut se concentrer dessus qui, en tout cas, bougent fortement sur les marchés. Alors là, vous avez un exemple. Là, c'est l'euro-dollar. Les données ici, je les ai piquées chez mataf.net. Donc, allez chez mataf.net et vous trouverez ces données analytiques. Alors, ce que vous avez là, c'est la paire des devises euro-dollar. Et on voit que au début de la journée, ici, il y a peu de volatilité. Mais au fur et à mesure que le marché évolue, donc les horaires commencent à s'ouvrir, il y a beaucoup plus de volatilité. D'ailleurs, posez-vous la question, quand vous avez la paire euro et la paire dollar, quand est-ce que vous allez les échanger? Imaginez par exemple que vous avez besoin d'échanger vos euros contre des dollars, personne ne va le faire la nuit. En tout cas, vous allez les faire pendant qu'il y a une forte activité. Et ça dépend des différentes bourses, mais la plus forte volatilité, elle s'est faite dans la journée, à l'intérieur de la journée et pas la nuit. On voit qu'au début de la journée, la volatilité elle est faible. Au fur et à mesure qu'on avance au milieu de la journée, il y a une forte volatilité qui augmente. Et vers la fin de la journée, la volatilité décroît. Et la volatilité aussi dépend des paires que vous échangez. On peut, donc, par exemple, avec la paire AID-USD, on a de la volatilité le matin. On a de la volatilité les premières heures de la journée, pendant que sur les 10 BPUSD, on a une faible volatilité au début de la journée, mais des fortes volatilités au milieu de la journée. Donc, vous devez savoir qu'en bourse, il y a 3 grosses sessions. Il y a ce qu'on appelle les sessions asiatiques, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a la session européenne et la session américaine. Ce sont les 3 grosses sessions. Et puis à l'intérieur, il y a des petites sessions, comme par exemple, dans les sessions européennes, il y a la session de Francfort, la bourse de Francfort et la bourse de Londres. Et puis, dans la session asiatique, il y a la bourse de Shanghai, la bourse de Tokyo, etc. Donc, et à part ça aussi, les actifs. Donc, les actifs aussi, c'est très important de connaître les actifs. Il y a l'euro est négocié à hauteur de 27%, les dollars à hauteur de 70%. Donc, les volumes qui sont échangés sur les marchés du Forex, par exemple, si vous tradez uniquement la paire euro-dollar, vous vous exposez à environ 90% des volumes échangés. Volume, volatilité sont des choses très importantes à surveiller. Donc, pour trouver l'outil ici, en fait, de vous synchroniser à l'ouverture des différentes bourses, en fait, de vous exposer au maximum de volatilité. Donc, on verra tout ça plus loin, au fur et à mesure. Allez sur les sites babypips.com, Tools, Forex Market Hour, donc les liens qui est juste écrit ici, pour regarder cet outil, en fait, de regarder l'ouverture de chaque bourse, en fait, de vous exposer au maximum de volatilité. Regardez que ici, avec cet outil, vu que l'euro et les dollars, ça représente une grosse partie des volumes échangés, on a donc une faiblesse de volatilité ici, et puis au fur et à mesure que le marché évolue, il y a la volatilité qui augmente, et à chaque fois que 2 bourses se chevauchent, il y a la volatilité qui est massive. Donc, ce sont des notions très importantes à comprendre en fait trader en day trading de façon efficace. L'autre chose, c'est que quand on trade toute la journée, donc c'est une erreur monumentale aussi qu'il faut éviter, arrêtez de trader toute la journée. Fixez-vous des limites. On a vu que toutes les heures ne se valent pas, alors il faut vous fixer des limites. Un trader qui va essayer de trader plusieurs actifs et plusieurs heures de la journée, il va donc avoir son capital qui va chuter parce qu'il va tomber dans l'overtrading. L'overtrading, c'est la pure situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. C'est une situation combinant la revanche, la colère, la frustration, dans laquelle vous avez et vous essayez de trader de façon irrationnelle. Et on l'a vu, hein, au début de la journée, vous pouvez gagner de l'argent, mais vu qu'à la fin de la journée, la volatilité va diminuer avec les temps, vous allez perdre de l'argent. Alors, on vient de voir que toutes les heures ne se valent pas, et essayer de trader toute la journée n'est pas productif d'ailleurs pour les rythmes biologiques d'un humain. On n'est pas productif H24,
Trader H24, ça n'a aucun sens parce que toutes les heures ne se valent pas. Quand on applique un peu Pareto à la bourse, on se rend compte qu'il y a certains moments de la journée où le marché va être volatile. Cette représentation représente 3 kill zones. En fait, dans une journée, il y a 3 gros kill zones. Il y a ce qu'on appelle les kill zones asiatiques, qui donc représentent, en tout cas, là c'est la plage horaire de Paris. Donc vous pouvez donc synchroniser ça à votre plage horaire. C'est les fameux chevauchements des 3 bourses. La bourse de Shanghai, la bourse de Tokyo et la bourse de Singapour. Attention, les actifs à travailler sont les actifs qui ont l'AID à l'intérieur et les yens à l'intérieur, en tout cas sur le marché du Forex, où vous pouvez trader un indice qui cote sur ces différentes bourses. Deuxièmement, la kill zone londonienne. La kill zone londonienne qui est la deuxième kill zone, qui est en tout cas pour la plage horaire de Paris, de 9h à 10h. Donc de 9h à 10h, vous allez donc vous exposer à cette kill zone londonienne. C'est là que vous allez avoir beaucoup plus de volumes et beaucoup plus de trades qui vont avoir beaucoup plus de chances de passer. Bon, il y a plus de plis à l'intérieur. Troisième kill zone, c'est la kill zone américaine ou la kill zone US qui va donc être de 15h à 17h les horaires de Paris. En tradant pendant ces moments de kill zone, vous avez beaucoup plus de chances de vous exposer à des fortes volatilités de marché, donc gagner une forte écart et gagner potentiellement des gros RR. Alors, une autre chose est que la bourse de Londres représente 35% des volumes échangés sur le marché du Forex. Et la bourse de New York représente 20%. Quand vous tradez la kill zone américaine, la kill zone US, vous exposez à environ 55% des volumes échangés sur le marché du Forex. Donc vous exposez sur une grosse partie de volatilité. Et à part ça, on voit aussi un gros chevauchement entre donc des 9h à 12h, en tout cas plage horaire de Paris, entre la bourse de Singapour, la bourse européenne et la bourse de Londres. En tant que trader, il y a des données très importantes qu'il faut donc tenir en compte. On a donc étudié avec vous la volatilité, donc comment chercher la volatilité, en fait de vous exposer au mouvement qui va fortement bouger. Ça ne sert à rien d'être coincé dans un trade qui fait du surplace ou qui ne vous fait pas de gros écarts. Ce que vous avez besoin, c'est de prendre des trades qui vont bouger fortement, soit à la hausse, soit à la baisse, en fait de profiter de cet écart des prix. La première chose qu'il doit regarder en day trader profitable, en day trader en tout cas qui peut professionnaliser son activité, c'est de regarder les calendriers économiques. Parce que ce qui apporte, à part les ouvertures de bourse, la volatilité est aussi apportée sur les marchés, en tout cas les marchés FX et les marchés du Forex, par les news. Alors c'est très important de regarder les news, en fait de les timer dans ces prises de position. Donc ne pas subir de gros slippage, c'est-à-dire quand on prend un trade et que une news sort fortement et part dans le sens inverse de notre scénario, on peut subir un gros slippage, donc se faire exécuter en dessous de son prix qu'on a fixé à l'avance. Parce qu'il faut toujours fixer son risque à l'avance. Mais avec les différentes news, il y a des news qui peuvent aller fortement, qui peuvent décaler fortement. Si c'est à la hausse, tant mieux, si on est à l'achat. Par contre, si c'est donc si on avait un scénario acheteur et qu'il y a une news part fortement à la baisse, donc ça peut être un gros problème, un problème des slippage. Alors un site pour regarder à chaque fois ces calendriers économiques, c'est forexfactory.com, en fait de timer la volatilité du moment et de s'abstenir de ne pas trader quand il y a une news. Trader par exemple 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure avant une news, tout ça, ça dépend de votre plan de trading, donc c'est personnel en tout cas. Donc moi personnellement, je n'entre pas dans une position 30 minutes avant et après une news. Alors, je vais donc te parler maintenant de la stratégie que tu dois devoir utiliser pour essayer de trader en day trading. Donc, je vais te parler des désindicateurs. Ok, tu as besoin des désindicateurs pour essayer de savoir si les marchés vont monter. On l'a vu au début, pour gagner sur les marchés, il faut donc essayer d'acheter bas et vendre haut. De vendre bas, racheter. Bon, des vendre haut, racheter bas. Et tout ça, on va donc utiliser des indicateurs qui vont donc nous aider de savoir quand acheter et quand vendre. Voilà, le premier indicateur, c'est Ichimoku Kinkoyo. Ichimoku Kinkoyo, c'est mon indicateur fétiche. Je suis expert en Ichimoku. Et Ichimoku est un indicateur technique avancé. C'est pas comme les autres indicateurs. En fait, c'est même pas un indicateur. C'est un système de lecture de marché complet, conçu par Goichi Osada. Ichimoku Kinkoyo signifie équilibre du marché d'un seul coup d'œil. C'est que je maîtrise d'autres techniques d'analyse classiques, telles que les chartismes, le vague d'Elliott, les harmonic trading, ou les sports résidence, etc. Mais j'adore Ichimoku parce qu'il me permet de savoir l'équilibre des marchés d'un seul coup d'œil. Et c'est ça l'avantage de Ichimoku. Vous n'avez pas besoin de tracer
des lignes sur votre graphique, en fait, savoir où est-ce que le marché va aller. Tout est défini dans ce coup d'œil. En fait, l'indicateur Ishimoku a 5 paramètres clés ou 5 indicateurs, parce que c'est un système qui a 5 indicateurs. Donc, paramètres, indicateurs, appelez ça comme vous voulez. Les premiers paramètres ou les premiers indicateurs, ce qu'on va appeler la Tenkan. Donc, le premier indicateur, le premier paramètre, c'est la Tenkan. La Tenkan, comment est-ce qu'elle est calculée? Elle est calculée en prenant le plus haut et les plus bas des 9 dernières périodes et les diviser par D. Donc, à chaque fois que vous prenez le plus haut et les plus bas des 9 dernières périodes et que vous les divisez par D, vous retrouvez directement le positionnement de la Tenkan. Et au fur et à mesure que le marché va évoluer, on va donc avoir cette moyenne, cette point moyen qui va se déplacer. Alors, quel est son rôle dans les systèmes de trading Ishimoku? La première, c'est que c'est un rôle d'alerte. Il va donc alerter sur la santé du mouvement de prix. La deuxième, c'est la volatilité des prix plus la puissance du mouvement. Donc, plus elle est inclinée, vous avez donc une dynamique qui est forte. Plus elle est plate, vous avez donc une pause sur le marché. Deuxième paramètre, c'est la Kijun. La Kijun, c'est défini par le point moyen du plus haut et du plus bas de 26 dernières périodes divisé par D. Donc, vous prenez le plus haut et le plus bas de 26 dernières périodes, vous les divisez par D. Donc, ce qu'on appelle le point moyen. Et à chaque fois que le marché va évoluer, ces points moyens vont varier. Et donc, vous allez donc avoir la Tenkan qui va donc monter à la hausse si les points moyens augmentent ou à la baisse si les points moyens diminuent. Quel est son rôle? La première, c'est que ça a un rôle des support résistance majeure. Un gros plat Kijun, c'est un niveau de support résistance majeure. D'ailleurs, si le marché casse la Kijun à la hausse, le marché a beaucoup plus tendance à monter. Quand elle la casse à la baisse, le marché a tendance à baisser. Donc, il va donc nous définir la tendance, la dynamique du marché à moyen terme. Troisièmement, la Kijun va nous calculer l'équilibre du marché. Il va donc avertir sur le probable retournement de tendance. Vous êtes par exemple la tendance haussière, quand on casse la Kijun, c'est déjà un deuxième rôle d'alerte. Donc, c'est déjà un dernier. Donc, quand le marché casse la Kijun, c'est un deuxième signal d'alerte sur la pérennité de la tendance. Troisième paramètre, les nuages ou appelés Kumo. Les Kumo est composé par des éléments, donc des indicateurs. On a la SSA et la SSP. Elle est donc projetée des 26 périodes en avant. Son rôle est un rôle des supports majeurs sur le marché. Quand vous avez donc un Kumo, le Kumo va donc jouer les rôles des supports ou des résistances. Quand les marchés cassent les Kumo par les hauts, vous avez une tendance haussière. Quand les marchés cassent les Kumo par les bas, vous avez une tendance baissière. Quatrième paramètre, la Senkou Span A. La Senkou Span A, c'est juste la moyenne de la Tenkan et la Kijun. Donc, on prend juste la moyenne. On prend les prix de la Tenkan, les prix de la Kijun, on a le point moyen et on le projette des 26 périodes en avant et on trouve la SSA. Quel est son rôle? Son rôle, c'est juste représenter l'équilibre des prix entre les courts termes, la Tenkan, et le moyen terme, la Kijun. Elle en forme des supports et des résistances futures. Elle représente aussi la volatilité passée des prix. Donc, plus si les marchés ont été volatiles, on va donc voir la SSB qui va donc monter à la hausse, ou si elle a été moins volatile, la SSB va avoir tendance à être plate. Cinquième paramètre, la Senkou Span B. La Senkou Span B définit donc le point moyen entre le plus haut et le plus bas des 52 dernières périodes, mais projeté des 26 périodes en avant. Son rôle est qu'il va indiquer les niveaux des supports et des résistances importants. Quand vous avez un gros plat SSB, vous avez un niveau de résistance important. C'est aussi la droite la plus forte de l'Ishimoku parce qu'il va représenter la dynamique long terme sur le marché. Donc c'est un niveau dont la SSB est cassée rarement, mais quand elle est cassée, c'est un changement majeur de la tendance des fonds. Troisième rôle, c'est qu'une cassure donc une cassure de la SSB confirme les changements de tendance. Quand vous voyez le marché casser la SSB, c'est qu'il y a un changement de tendance majeur sur le marché. Sixième paramètre de l'indicateur Ishimoku, la Chikou Span. La Chikou Span, en termes de définition, c'est juste la clôture des prix actuels retardée de 26 périodes en arrière. Donc, la Chikou, c'est juste les prix, mais qui est retardé de 26 périodes en arrière. En fait, son rôle, c'est que c'est la mémoire du marché. Elle indique le potentiel du mouvement de prix. Et d'ailleurs, c'est la clé de l'indicateur Ishimoku et des systèmes de trading Ishimoku. On l'appelle aussi le filtre du système.
Alors pourquoi Ishimoku Kinkoyo est un indicateur complet ou est un système de lecture du marché complet? Parce que à cause de sa zone temporaire. Donc en fait, l'indicateur Ishimoku a trois zones temporaires. On a d'abord le présent, donc dans le présent on a la Tenkan et la Kinjun. Dans le futur ou projeté, on a donc le marché actuel, on a donc le marché passé. Donc on a donc le marché actuel, c'est la Senkou Span A, et le marché passé, c'est la Senkou Span B. On a aussi la mémoire du marché, ou appelée la Shiku, donc qui est projetée en arrière. C'est dans le passé, dans la zone temporaire du passé. Alors, maintenant que vous avez compris le premier indicateur, passons à la deuxième indicateur. Maintenant que vous avez compris les premiers indicateurs, passons au deuxième indicateur. Alors avec le deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle le point pivot. Vous pouvez l'insérer sur votre graphique si vous êtes MetaTrader ou sur TradingView et ça va s'afficher exactement comme sur mon image. Les points pivots ont 5 lignes, 5 éléments qui vont se dessiner automatiquement, ça dépend de la période définie. Ça va définir les points pivots daily, chaque journée, ils vont donc se réactualiser. On voit ici que on avait donc une première journée ici, on avait une deuxième journée à chaque fois, à chaque 24 heures, ça s'est réactualisé. Et ce que vous avez donc le point pivot central, vous avez donc la R1 et la R2, donc la première résistance, la deuxième résistance, et en dessous vous avez les premiers supports et les deuxièmes supports en dessous. Le principe est simple, quand le marché est au-dessus du point pivot central, vous allez privilégier des achats. Quand le marché est en dessous du point pivot central, vous allez privilégier des ventes. Alors quel est le setup qu'on va chercher sur les marchés ou comment est-ce qu'on va entrer sur les marchés? Vous devez savoir que moi personnellement, je trade plusieurs setups. Si je me mettais à vous délivrer toutes les setups ici, ça va devenir très long. Pour que ça ne puisse pas devenir très long, je vais vous dévoiler une seule de mes setups qu'on appelle les KBO. Les KBO, donc il y a son variable, les KBO T1, mais il s'agit de le principe est simple. Il y a 3 règles de base à respecter pour trader les KBO, ou appelés Kumo Breakout. On a vu que les Kumo, c'est les nuages, donc celui que vous voyez ici, ça c'est les nuages qu'on appelle les Kumo. On va donc la casser soit à la hausse, ou soit à la baisse. Donc par les hauts, on appelle ça la cassure à la hausse. On a donc un bullish pattern, un bullish setup, ou à la baisse, on a un bearish pattern, un bearish setup. Alors il y a 3 règles de base. La première, c'est que les prix doivent être au-dessus du point pivot central. Donc, vous vous souvenez, le point pivot central, c'est la ligne bleue sur mon graphique. Et donc, elle est juste au milieu, c'est le point pivot central. Donc ça a d'habitude une couleur différente. Donc il faut les paramétrer de votre façon. Deuxième condition, c'est que les prix doivent casser les Kumo par les hauts en clôture. Et troisième condition, c'est que la Chikou doit valider en traversant tous les obstacles. Donc quand la Chikou n'a plus d'obstacles, vous avez donc toutes les conditions qui sont réunies. Alors maintenant que je t'ai expliqué la partie théorique, donc comment est-ce qu'on gagne de l'argent sur le marché, comment est-ce qu'on s'expose aux différentes volatilités de marché, je t'ai montré les différentes kill zones, les différents indicateurs que j'utilise personnellement au quotidien, je t'ai montré aussi que les différents pièges à éviter, comme par exemple ne pas trader tout le temps, parce que les opportunités ne seront pas là tout le temps, parce que faire de cette façon enrichira uniquement le courtier et pas vous, donc comment garder une grosse partie de l'argent et de ne pas gaspiller son temps et son énergie en frais de courtage, sur des trades qui ne rapportent rien, en frais de courtage. Alors, je vais te montrer des trades que j'ai pris personnellement la semaine dernière, donc la semaine d'avril 2025, donc c'était les 10 avril et les 11 avril, donc c'était jeudi et vendredi. Il y a eu 2 bons trades, des excellents trades qui respectent en tout cas tous les principes qui étaient enseignés dans la partie théorique. Donc le premier trade était celui-ci. Alors on va regarder les différentes règles qui étaient enseignées dans les trades setup et te montrer comment est-ce que je les ai personnellement pris. La première règle, c'est que le marché doit être au-dessus du Kumo. Donc les Kumo, c'est ça, donc les familles nuages. Donc c'est l'un des indicateurs de l'Ishimoku. Donc quand vous avez un Kumo haussier, normalement elle a cette couleur, la couleur aquamarine, donc c'est ma configuration préférée. Quand vous avez donc cette couleur, c'est la couleur beige. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand le marché est au-dessus du Kumo, on est haussier, quand elle est en dessous du Kumo, on est baissier. Donc première règle, le marché doit être au-dessus du Kumo. Deuxième règle, le marché doit être au-dessus des points pivots. Donc ma ligne bleue, c'est ce qu'on appelle le point pivot central de mon deuxième indicateur, les fameux points pivots. Et troisième règle, le marché, donc la Chikou doit valider. Donc si par exemple, parce qu'on sait que la Chikou, c'est juste les cours projetés des 26 périodes en arrière, si on a donc le marché qui nous forme, qui sort du Kumo et que la Chikou ne valide pas encore, il faut attendre parce que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Et uniquement sur la base de ces 3 règles, j'ai pu gagner 7,5 R de profit.
Mais attention, c'est pas tout. Les secrets derrière ces trades résident aussi dans l'exposition sur la volatilité. On était pile poil à la kill zone londonienne. C'était par Amazon Trading parce que moi j'arrive sur le marché à 9h, en tout cas mon aire locale, et sort du marché à 13h. Bon, est-ce que je fais aussi du swing trading des 12h à 13h. Donc normalement, je trade 3 heures par jour pour du day trading et j'utilise 1 heure pour faire du swing trading. Alors, la première opportunité, c'était ça. Ça a respecté toutes les règles, toutes les conditions. Il fallait y aller. Donc, j'ai donc mis mon stop loss juste ici, à 20 pips, et j'ai récupéré environ 7,5 fois ma mise. Donc, si je risquais 100 $ sur ce trade, j'ai potentiellement gagné 7500 $ sur ces trades. Donc, chacun a son risque, chacun a ses montants, ça reste secret, mais potentiellement sur ces trades, si tu l'aurais pris toi aussi, tu pourrais gagner 7,5 fois ton risque. Et ce n'est pas tout. Les deuxièmes trades, c'est les trades que j'ai pris les 11, donc la journée d'après. Alors, pour ces trades, c'était un peu différent parce que on avait les Kumo qui étaient haussiers, donc on avait les Kumo qui étaient haussiers ici, mais là on n'avait pas la cassure des Kumo par les hauts. Et quand on n'a pas la cassure des Kumo par les hauts, on n'a pas ces fameux Kumo breakout. Ce que j'ai fait est que j'avais vu que le marché, à l'ouverture de la bourse du matin, donc de ma session londonienne, il y avait donc le marché qui était au-dessus des 1,13. Les 1,13, c'est le fameux niveau de chiffrement. Et en deuxième lieu, on avait cassé la R1 des points pivots. Il y avait la RD qui était au-dessus, donc c'est les niveaux qu'on visait. Et moi, ce que je m'étais dit est que, et si je partais chercher un trade avec ces unités de temps inférieures, là on était à M15, et je suis donc descendu à M5. Parce que j'ai fait ça rarement, dépendamment de la volatilité qu'il y avait sur les marchés, et cette hausse monstrueuse qu'il y avait sur l'euro-dollar. Et il y a énormément de choses ici à comprendre. En tout cas, sur l'élaboration d'une stratégie, c'est forger une conviction. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les CG, comment est-ce que j'ai fait donc, mon cheminement SCP. Donc, je te mettrai les liens en description. Dans cette vidéo, je voulais te montrer comment exploiter mes trades setup et te montrer les day trades que j'ai pris avec les différents conseils que je t'ai donnés pour réussir en tant que day trader. Donc, deuxièmement, c'était ici. On avait donc même condition, là c'est un M5, donc on peut utiliser ces mêmes approches, les 3 règles des bases, c'est toutes les unités de temps, que ce soit à H1, que ce soit à M15, que ce soit à M5, ça dépend de votre profil, ça dépend de tout un chacun. Donc le plus important c'est de maîtriser d'abord la stratégie, puis l'adapter l'adapter à sa personnalité. Donc là on a un M5, même chose, donc première règle, la cassure du Kumo par les hauts, donc on avait les Kumo qui étaient ici, d'ailleurs quand vous avez un Kumo qui est épais, les marchés cassent par les hauts. Je te mettrai un deuxième lien, une deuxième vidéo qui va donc t'amener à une explication globale de l'indicateur Ishimoku où je me pose et je t'explique en globalité comment utiliser l'indicateur Ishimoku. Je te mettrai ça encore une fois dans la description. Et dans la description, je te rappelle, il y aura aussi le lien qui t'amène à un canal Telegram pour me suivre au quotidien. Donc on avait première règle, la cassure du Kumo par les hauts. Deuxième règle, on était au-dessus des points pivots principaux et d'ailleurs on a cassé un autre niveau de point pivot, donc on a cassé la R2, la deuxième résistance de la journée, et on visait la 3, donc la première résistance de la journée, pardon, et on visait la deuxième résistance de la journée. Et nous on s'est positionné juste ici, on avait mis notre stop loss en dessous, parce que pour positionner son stop loss, on ne les positionne pas de façon irrationnelle. On les positionne on les positionne pas de façon émotionnelle, parce qu'on sent que on les met de façon logique. Et notre stop loss qui était logique, notre stop loss qui était intact, c'était qu'on était en dessous de mon chiffre rang. Donc le chiffre rang c'est 1,13. Et à part ça, on était en dessous de mon niveau ici. Donc potentiellement ces niveaux ici et ces niveaux ici, si le marché se mettait à baisser, il peut potentiellement rebondir ici, ou voire même ici. Donc on les cache derrière le maximum d'obstacles possibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a fisé à la hausse et a donc touché notre ETP, nous faisant clôturer à D25 heures de profit. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura apporté le maximum de valeur. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu, ça me donne de la force de vous faire d'autres vidéos. Et à part ça, dans la description, il y a un lien vers mon canal Telegram. J'ai maintenant 27 podcasts où je t'apporte le maximum de valeur. Pendant 1h, 1h30, 30 minutes, je t'apporte le maximum de valeur semaine après semaine. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!